Le rapport du pont racontait un sombre récit ce matin-là, après notre mouillage à Bremerhaven, des vents tempétueux hurlaient au dehors, bien plus puissants que prévu. Avec 350 milles nautiques nous séparant des côtes allemandes, nous n'avions d'autre choix que de chercher refuge dans le havre de Portsmouth. Au diable le protocole, la sécurité primait. Le Mali Seine offrait une silhouette impressionnante, ses 260 mètres de long, chargé de 6250 EVP de fret industriel destiné aux usines automobiles américaines. C'était ma 18e traversée atlantique sur cette vieille dame. Alors que nous accostions à Charleston, le poids d'une décision imminente pesait sur mes épaules. Le cap fatidique de la trentaine approchait, accompagné de réflexions sur la retraite et l'assurance maladie. Je m'appuyais contre le bastingage, observant le capitaine du port monter à bord avec une aisance consommée. Le capitaine Roger Chaffee, l'un des meilleurs dans le métier, et de surcroît un vieil ami. Ses yeux se plissèrent en un sourire tandis qu'il lançait « Ravi de te voir, Max. Que dirais-tu qu'on se retrouve autour d'une pinte une fois les formalités accomplies ?» Je ne pus m'empêcher de lui rendre son sourire. Plus tard, confortablement installés au Ferry House Hotel, nous nous attaquâmes à des assiettes débordant de poissons dorés et de frites croustillantes. La bière coulait à flot tandis que nous échangions des récits d'aventures en haute mer, embellissant sans vergogne comme les vieux loups de mer ont coutume de le faire. Le visage de Roger s'adoucit lorsqu'il s'enquit de ma charmante épouse. La douleur dut se lire dans mes yeux, car il tendit la main, serrant mon épaule. « Ah, diable !» marmonna-t-il, faisant signe pour une tournée de quelque chose de plus fort. « Aux femmes remarquables, où qu'elles soient », déclara-t-il solennellement en levant son verre. 6 mois auparavant, j'avais pratiquement sautillé sur la passerelle, savourant la terre ferme sous mes pieds. Mon second m'avait proposé de me raccompagner, mais je l'avais éconduit, me dirigeant plutôt vers le marché. Une douzaine de roses blanches à longue tige, les préférées de Tammy, nichées au creux de mon bras, je pris le chemin de la maison. La maison de ville sur Hanson Street se dressait comme un témoignage d'années de labeur. J'avais restauré avec amour chaque centimètre, de l'extérieur rose pastel à la clôture en fer forgé. C'était un joyau, bien que j'eusse rarement l'occasion d'en profiter étant donné mon temps passé en mer. La sonnette retentit, et j'ouvris la porte m'attendant à voir un autre étudiant au visage juvénile. Au lieu de cela, se tenait Tammy Waters, tout en soleil et en charme. « M. Banyan ? Je suis Tammy. Je crois comprendre que vous louez une chambre à ma sœur, Patty ?» J'étais loin de me douter alors à quel point cette simple présentation allait tout changer. Je détaillais la jeune femme du regard, la prudence étant de mise par les temps qui courent. Lorsque je lui proposai un rafraîchissement, elle me surprit en optant pour une IPA. De toute évidence, cette famille avait du goût. Mais c'était sa beauté saisissante qui captiva véritablement mon regard. Chevelure d'ébène, lèvres pulpeuses, on aurait cru voir la jumelle de Catherine Zeta-Jones à son apogée. Nous déambulâmes dans la demeure, pour finalement nous retrouver sur l'étroite terrasse à l'arrière. Même sous la chaleur étouffante de Charleston, mon petit havre de plantes en pot et de fleurs conservait un certain charme. Une chose en entraînant une autre, Tammy et moi formâmes bientôt un couple, notre relation aussi confortable qu'une paire de souliers éculés. La vie prit un rythme agréable. Tammy comprenait les exigences de ma carrière navale, ayant elle-même grandi dans une famille de marins. Son travail de maître de conférence l'occupait pendant mes absences en mer. Nous nous unîmes lorsque j'avais 40 ans et elle 36, satisfaits de notre vie sans enfants. Au fil des ans, la tentation se manifesta çà et là. Une centaine de ports, 1000 opportunités. Mais Tammy et moi avions une entente, la fidélité n'était pas qu'un mot, c'était notre lien. Je lui faisais entièrement confiance, et savais qu'elle ressentait la même chose. Cette confiance rendait les retours au foyer d'autant plus doux. Je tournais au coin de la rue Hanson, saluant d'un signe de tête le vieux monsieur Shields qui s'occupait de ses précieuses orchidées. Le grincement familier du portail en fer m'accueillit dans mon petit coin de paradis. Je me glissai par la porte de derrière, savourant l'arôme des croissants frais que Tammy avait laissés sur le comptoir. Après des semaines en mer, même le simple plaisir d'ôter mes chaussures dans notre salon semblait un luxe. Montant à l'étage pour défaire mes bagages, quelque chose attira mon œil d'ingénieur aguerri. La lunette des toilettes était relevée, et un flacon inconnu de gel douche pour homme trônait dans la douche. Un frisson me parcourut l'échine,
mon esprit s'efforçant de relier des points que j'espérais désespérément inexistants. En toutes ces années où de jeunes femmes avaient vécu dans la maison, je n'avais jamais vu la lunette relevée dans les 2 autres salles de bain. Tammy me le reprochait souvent, mais après quelques mois de vie commune, elle m'avait habitué aux besoins du sexe faible. Alors voir la lunette dans notre salle de bain après presque 10 semaines d'absence était troublant. Je suppose que ce n'est pas aussi perturbant que de les surprendre en plein acte. Un de mes camarades avait vécu cette triste scène et passé 1 mois en prison après s'être assuré que l'autre homme passe le sien à l'hôpital, et il n'était même pas encore marié. Non, c'était déjà assez pénible, bien que je ne cessasse de me répéter qu'il devait y avoir une excellente raison pour laquelle la lunette était relevée et qu'il y avait un gel douche pour homme dans ma baignoire. Je ne trouvais pas d'explication, mais il devait bien y en avoir une. Je terminai de m'habiller et descendis consulter les messages du tableau, puis ressortis, affichant un air avenant, pour me rendre chez Henri prendre une pinte. L'établissement d'Henri est un bistrot du coin, prisé par ceux d'entre nous qui apprécient un bon verre et du jazz pour apaiser nos esprits. Mon vieil ami tel tient le bar et je peux toujours compter sur un traitement de faveur et des conseils, sollicités ou non. « Tu as l'air d'un chat errant, mon vieux » me lança-t-il à mon entrée. Les habitués du marché aux viandes ne s'étaient pas encore dispersés en cette soirée, laissant quelques fidèles dans l'établissement. « Quand es-tu rentré ? Tu n'as pas entendu mon sifflement ? Je t'en ai fait 2 rapides, répondis-je. Il se contenta de rire en disant qu'il avait cru que c'était le petit train qui pouvait. Tel avait hérité de son surnom pour son allure plaisante et son charme, ainsi que pour le jazz cool qu'il affectionnait dans le boui-boui. Il appréciait aussi ses habitués, bien que nous ayons connu quelques rotations dernièrement. Moi-même et une demi-douzaine d'autres fréquentions l'endroit depuis plusieurs années. Nous avions perdu quelques âmes à cause de conjoints manipulateurs et d'autres avaient déménagé. L'IPA doré de Maximilien est à l'honneur, annonça-t-il au micro. Son nom est Maxwell, mais je ne prêtais jamais attention à ses expressions fantaisistes. Au fait, avant que j'oublie, Dave est passé demander si tu étais déjà venu. Dave était l'un des habitués que nous avions perdu à cause d'une histoire de cœur dans un nouveau lieu. Mais c'est un jeune homme avec la tête bien faite. Son ex-femme Tracy, en revanche, est une écervelée, mais laissez-lui le temps et elle finira par comprendre. Elle a perdu l'un des bons. Il a laissé une lettre pour toi, s'exclama-t-elle depuis le bout du bar. Je l'ouvris, savourant la délicieuse bière, et fus surpris de trouver une invitation à un mariage au lac Texoma, en Oklahoma. Mon rire aurait pu s'entendre jusqu'au bout de la rue. Il épouse sa fichue ex-belle-sœur, pour l'amour du ciel. M'exclamai-je, hilar. La date était fixée dans 4 semaines, et considérant que j'en avais 6, tout semblait faisable. Trinquons à Dave et aux folies dans lesquelles il s'apprête à plonger. Je levai un toast à notre petit groupe rassemblé ce jour-là. Puis je vidai ma pinte et rassemblai mes pensées pour sortir. Tammy n'était pas rentrée à 20h et je ne l'avais pas appelée pour l'informer de mon retour. Au lieu de cela, je m'étais simplement assis dans un fauteuil près de la fenêtre du salon, observant la rue au dehors, et dans l'un de ces moments, je regrettais presque de ne pas avoir l'un de ces chats domestiques au pelage soyeux. Nous en avions 2 à bord de notre navire, bien que ce fût officiellement proscrit par les règlements. Le trottoir commençait déjà à s'assombrir au crépuscule lorsque sa voiture s'arrêta au bord de la chaussée quelques places plus loin. Je terminais alors ma seconde pinte de bière depuis mon retour au domicile. J'avais 1000 questions, 2 fois plus de doutes, et aucune confiance en les réponses, surtout en les observant tous 2 s'approcher du trottoir. J'étais presque certain qu'ils allaient se diriger droit vers leur nid quand elle se retourna, étreignit l'homme et, d'un baiser, l'envoya vers l'Audi garé de l'autre côté de la rue, celle arborant l'autocollant du corps enseignant du collège de Charleston sur le pare-brise. Je l'avais déjà rencontré. C'était le chef du département où elle travaillait. Un homme fanfaron doté de l'intellect d'un érudit et du tempérament d'un sot. Une bonne douzaine d'années de plus que moi. Je faillis rire intérieurement. Tammy est une femme fort séduisante, et si elle avait voulu aimer, elle aurait pu avoir nombre de prétendants d'une douzaine d'années plus jeunes qu'elle, sinon davantage. Mais au lieu de cela, elle s'était éprise d'un homme à l'allure de crapaud. Ce ne peut être l'ancienneté, elle l'a déjà. Elle ne manque pas d'argent, et je sais que je la comble au lit. Je secouai simplement la tête et me tournai vers la porte tandis que la clé faisait glisser le pêne dans le chambranle. Elle entra dans le vestibule et soupira comme à la fin d'une longue journée.
Je me remémorais brièvement notre première rencontre dans ce même vestibule. Dans mon esprit, elle était toujours aussi belle jusqu'à ce qu'une tache de laideur transparaisse. Elle se dirigea vers la cuisine, et peut-être était-ce un pressentiment ou le couinement surpris de mon chat imaginaire. Elle s'arrêta et se retourna. La pièce était sombre, mais je pouvais le voir dans ses yeux tandis qu'elle portait sa main à sa bouche. « Mon Dieu, tu es là ?» demanda-t-elle, comme si le fantôme devant elle n'était qu'un produit de son imagination. Le klaxon a retenti cet après-midi. « C'était toi ?» J'acquiesçais simplement et regardais par la fenêtre. Elle devait savoir que je les avais vus depuis mon siège. Comment pouvait-elle l'ignorer? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? J'ai décidé de te surprendre en rentrant plus tôt. J'aurais dû appeler, on dirait. Elle fit une pause un instant, puis ses tendances artistiques prirent le dessus. Max, oh non, Thomas, nous dînions simplement ce soir, c'est tout. Elle essaya de sourire, mais même après des années à former des apprentis, elle n'avait pas réussi à maîtriser l'artifice nécessaire pour duper son mari. Puis-je supposer qu'il a payé et s'attendait à plus sur le pas de la porte? Max, je t'en prie, ce n'était pas comme ça. Elle tenta sa chance, mais elle aurait dû savoir que le rideau tombait après l'étreinte, pas avant. Qu'en était-il, Tammy? Qu'en était-il des orteils? Qu'en était-il du crapaud? Elle fit de son mieux, mais finit par réaliser que je savais. Nous savions tous deux qu'elle s'adonnait à des plaisirs avec Thomas Prior, docteur ès-sciences et séducteur des épouses d'autrui. Je vais m'absenter un moment. Tu devrais prendre quelques affaires et séjourner ailleurs pendant un temps, peut-être chez Thomas. Tu pourras lui apporter sa brise fraîche des montagnes pour la douche, si c'est la sienne. Max, je t'en prie, nous pouvons. Je levai simplement la main. Elle pleura doucement, et mon cœur se brisa. Je le savais déjà dans la journée, mais lorsque nous nous retrouvâmes seuls dans le salon obscurci, la douleur devint lancinante, du moins pour moi. Je suppose que tout me rattrapa lorsque je quittai la maison et marchai dans la rue en direction d'East Bay. Je n'avais pas de destination précise, mais n'ayant pris qu'une poignée de bretzels et un croissant plus tôt dans l'après-midi, j'avais besoin de me sustenter. Au Market Street Saloon, je commandai des ailes de poulet et des champignons frits, servis par la serveuse. C'est toujours une clientèle mélangée ici, plutôt jeune, mais ils ont sans conteste les meilleures ailes de la péninsule. La serveuse m'installa, et je méditais sur la situation. Thomas Prior était déjà marié, non que cela importât. Il préférait peut-être les charmes de Tammy à ceux de sa propre épouse. En fait, j'en étais persuadé. On disait que Madame Prior aurait pu terrasser des vaches à main nue. Je sais qu'il est mal de penser à elle ainsi, mais je dus rire de ma propre plaisanterie pour garder ma légèreté d'esprit et ma santé mentale. Néanmoins, lui ou quelqu'un d'autre s'immisçait dans ma demeure, et Tammy devait savoir que cela était source d'inquiétude. Lorsque je pénétrai dans la maison, il faisait sombre, presque étonnamment silencieux comparé à la charmante demeure dans laquelle j'étais revenu 2 ans auparavant. Tammy avait emporté quelques affaires, à ce que je pus constater, et sa voiture n'était plus là. En vérifiant la douche, je remarquai que le gel-douche avait disparu. Peut-être l'avait-elle emporté ou jeté. Peu m'importait. Je me sentais comme un homme vaincu et jetai ma chemise sur le montant du lit avant de sombrer dans un sommeil agité. À l'aube, j'abandonnai mes habitudes et sautai le petit déjeuner, décidant plutôt de prendre mon vélo et de me rendre à Battery sur la péninsule. J'avais besoin de repos et de réflexion, et s'asseoir sur une batterie de pierres surplombant le port et les environs lointains offre d'exceptionnelles opportunités pour les deux. Le problème avec la réflexion, c'est qu'on peut trop réfléchir et finir par suranalyser tout ce qu'on avait pensé au départ. Bien sûr, j'ai dû lutter contre des images mentales. Toutes ces pensées sur leurs agissements n'ont fait qu'exacerber mon irritation. Et puis il y avait les choses vraiment importantes. Je ne voulais pas que ce mariage s'effondre. J'y avais investi trop de temps et d'âme pour le ruiner ainsi. Que ce fût ma première incartade avec Prior ou que j'eusse accueilli une ribambelle d'hommes dans mon lit, peut-être même plusieurs années d'affilée, là résidait le problème. Trop réfléchir quand l'esprit est oisif ou délesté. Les deux mènent à un pacte presque faustien pour remettre les choses en ordre, comme si l'on troquait son âme pour retrouver la situation d'antan, et c'est là que gît le problème. Je ne savais plus avec certitude comment les choses étaient auparavant. Une chose était sûre, il me faudrait m'asseoir et parler à Tammy, écartant pour l'instant les nuages de la destruction. Son patron l'avait divertie dans mon lit pendant que j'étais en service en mer, et apparemment,
Elle n'y voyait aucun mal. C'était un obstacle de taille à surmonter, si tant est que ce fût possible, et je n'en étais pas certain. J'appris plus tard que Tammy était allée séjourner chez sa sœur, celle-là même qui m'avait loué une chambre lorsque nous nous étions rencontrés. Tammy avait gardé son bungalow et, quand le mariage de sa sœur avait volé en éclats, elle lui avait permis d'emménager après l'expiration du bail du précédent locataire. Si Prior l'avait rencontré là-bas ou non, je l'ignorais. Il nous faudrait attendre pour en parler. Une pluie fine martelait la fenêtre de la cuisine donnant sur le jardin, et nous restions tous deux confinés dans les murs d'une maison devenue plus solitaire que chaleureuse. Elle avait l'air en forme, mais en même temps harassée, si tant est que ce fût possible. Peut-être ne était-ce que mon imagination ou un vœu pieux, je ne saurais dire. « Max, ce n'est pas ce que je voulais. Je t'en prie, crois-moi. »« Que voulais-tu donc, Tammy ?» répliquai-je, tentant de sonder ses pensées. Elle ne savait comment répondre à cette question. Ma foi, je ne pouvais l'en blâmer. Je n'aurais su quoi répondre à sa place. « Est-ce Prior que tu désires ?» Elle ne put que rire avec abattement, son visage exprimant la contradiction. « Bon sang, non. Nous pouvons à peine travailler ensemble maintenant. C'était une erreur stupide, Max, une erreur inexcusable. Et pourtant, vous vous êtes rapprochés cette semaine ? » Je tâtais le terrain, mais elle l'ignorait. « Non, Max. J'ai rompu définitivement avec lui la nuit où j'ai quitté la maison. Je l'ai appelé depuis le bungalow. Il ne voulait pas l'accepter, mais quand j'ai menacé d'en parler à Sophie, il s'est tu. J'imaginais Sophie Prior, avec ses 90 kilos bien tassés, clouant Thomas au sol et froissant ses lunettes sur son nez, ce qui m'arracha un léger sourire. De tous les goujats disponibles, Tammy, pourquoi diable t'es-tu accoquiné avec ce vil crapaud ? Je n'y comprends rien. Je ne sais pas. Vraiment pas. Sauf qu'il me harcelait sans cesse, me rappelant tout ce que je lui devais, surtout pour ma titularisation. Il me soutenait constamment, me tenait compagnie, me rappelait ma solitude. Bientôt, nous avons commencé à dîner ensemble, puis à prendre des verres. Il m'emmenait dans ses endroits préférés. Je me suis senti à l'aise. Une nuit, il m'a enivré et m'a ramené chez lui. J'étais consentante, bien que si je n'avais pas été ivre cette première fois, cela ne serait jamais arrivé. Néanmoins, c'est arrivé. Nous avons continué ainsi pendant environ un mois jusqu'à ton retour. Voici la question à $1 million, Tammy. Tu sais ce qu'on dit. Combien y en a-t-il eu avant qu'il y ait un Thomas ? Si je pensais qu'elle allait s'esclaffer en essayant de répondre, je me trompais. 3. Il y a eu 3 autres hommes avant Thomas. Je voulais être surpris, mais je ne l'étais pas et je m'interrogeais en même temps. Chacun d'entre eux était avant notre mariage, Max, avant que je n'emménage avec toi, et tu n'en connais aucun. Aucun d'entre eux ne vit encore ici. C'étaient des étudiants. Cela me surprit, mais avant que je ne puisse répondre, elle poursuivit. J'ai eu du mal avec tes absences en mer, Max. C'était sacrément dur pendant longtemps, mais je t'aime et je ne t'en ai rien laissé paraître. Puis j'ai simplement supposé que tu le ferais de temps en temps dans un endroit lointain et que je ne le saurais jamais. C'était il y a des années, et honnêtement, je ne peux pas mentir à ce sujet. C'était juste du plaisir physique, et cela m'aidait vraiment à tenir le coup peut-être une fois par mois environ pendant que tu étais parti. Il n'y avait ni romance ni relation. Peut-être est-ce parce que je vis seul et que mon homme est si souvent absent. Quand je me suis engagé envers toi en emménageant avec toi, j'avais tourné la page jusqu'à ce dernier voyage. Et maintenant j'ai tout gâché, n'est-ce pas ? Je la croyais, et le fait que tout cela soit si loin dans le passé avant qu'elle n'emménage avec moi n'était pas un problème, bien que la malhonnêteté fût toujours présente. Je ne lui avais jamais fait ça. Tammy, c'est la situation actuelle qui me préoccupe. Prior s'est installé dans mon fichu lit, et j'ai besoin de temps pour m'en remettre si je le peux. Si je n'y arrive pas, eh bien, je ne sais pas. Ses larmes commencèrent à couler, et je lui tendis un mouchoir. Après une longue pause, elle continua. « Je sais. C'est pourquoi je fais quelque chose que je ne voulais vraiment pas faire. Je vais accepter une bourse de 6 mois dans une université à Vancouver. Cela me permettra de quitter Prior sans renoncer à mon poste et mon ancienneté à Charleston. Ils enverront quelqu'un pour me remplacer. Voilà qui fut rapide. Vous avez pris cette décision avant même que nous en parlions. Je n'ai rien dit avant car je n'avais pas l'intention de le faire. Les choses ont changé maintenant, n'est-ce pas ? Oui, malheureusement. Vous savez, je vais bientôt avoir 30 ans,
et j'ai dû prendre certaines décisions. Cela complique les choses, bien sûr. Elle ne dit rien, mais je pouvais lire l'aveu douloureux dans ses paroles. Oh, et j'aurais dû vous le dire plus tôt. Dave se remarie le mois prochain, et je compte assister au mariage. Il épouse la sœur de Tracy, Tora. Je ne m'y attendais pas. Si vous êtes encore là, je peux mettre nos problèmes de côté un moment si cela vous intéresse. Je l'ai dit pour lui donner une chance, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. J'aimerais savoir. Je serai à Vancouver d'ici la fin du mois. C'est probablement mieux ainsi, Max. Sur ce, nous nous sommes séparés et avons échangé une étreinte douloureuse avant qu'elle ne reparte vers West Ashley. Dave était une vieille connaissance de chez Henry, et je suppose que les frasques entre compagnons de beuverie ne se traduisent pas toujours par un statut d'ami de longue date de la famille. De plus, peut-être avait-elle raison. Tammy s'est envolée pour Vancouver une semaine après notre conversation. Nous avons dîné la veille de son départ, mais les choses sont restées inchangées. Nous nous étions officieusement séparés pour donner à chacun l'espace dont il avait besoin. Je n'ai fait aucune exigence, et elle n'a rien proposé. Je pense que c'est ce dernier point qui a suscité le plus d'inquiétude. Nous apprécions tous deux une vie active lorsque nous sommes ensemble. Aurais-je pu vivre sans elle pendant 6 mois? Bien sûr que oui. Mais en aurais-je envie, sachant que mon épouse séparée était partie seule pour sa nouvelle aventure cosmopolite? Je suppose que beaucoup dépendrait des décisions que nous prendrions dans les semaines et les mois à venir. Soit nous péririons en tant que couple, soit nous trouverions un moyen de nous retrouver. J'avais atterri à DFW la veille au soir et attendu le matin pour me rendre sur le lieu de la cérémonie de Dave, comme je l'appelais lorsque j'ai parlé à un vieil ami pour le féliciter. C'était une route facile le long de l'autoroute 75, et traverser la Red River en Oklahoma m'a permis de rayer un autre état de ma liste d'états visités ou traversés. Max, viens avec moi. Je veux te présenter des gens formidables. Dave souriait largement, sa nouvelle épouse au bras, et je les ai suivis vers la foule rassemblée sur le quai. J'avais déjà fait la connaissance formelle de la plupart d'entre eux lors du mariage. Alors, c'est lui le capitaine? S'enquit une jeune femme intrigante. Max, je te présente Winona Gustafson. Il me présenta à ses nouveaux beaux-parents et à une charmante dame nommée Suzanne, que j'avais déjà rencontrée à Charleston. Étonnamment, son ex-épouse Tracy, sœur de sa nouvelle femme, était également présente avec son nouveau compagnon. Je pensais que ce serait gênant, mais apparemment, ils s'étaient réconciliés. Je me retrouvais, comme par enchantement, en compagnie de Winona pour toute la soirée, bien que je réalisasse être de quelques années son aînée. Cela importait peu. Elle m'enseigna les pas de la danse country pour le reste de la soirée, et nous passâmes un moment délicieux. Je me comportais en parfait gentleman, et nous nous séparâmes dans la bonne humeur, sans plus. J'eus l'impression qu'elle désirait ajouter un capitaine de navire à son tableau de chasse, mais Tammy occupait mes pensées. Cela aurait été inconvenant de mon point de vue. Néanmoins, c'était une tentation exquise, si c'en était une. Les jeunes mariés partirent en lune de miel, et je mis le cap au sud, vers le pays des collines du Texas, à San Antonio, pour y passer quelques jours. J'avais visité cette ville des années auparavant, mais n'avais jamais eu l'occasion d'y retourner. Un ami tira quelques ficelles, et je pus séjourner 3 nuits à l'hôtel Menger, situé à côté de l'Alamo, en plein centre-ville. C'était le genre d'expérience que j'espérais partager avec Tammy à ma retraite, parcourir le pays et visiter des lieux comme celui-ci. Je m'installai dans le vieux bar de l'hôtel Menger, écoutant des récits sur Teddy Roosevelt chevauchant directement dans le bar, et une centaine d'autres anecdotes sur les Texas Rangers que le barman avait dû raconter 1000 fois. Le reste de la soirée, je me versai un verre à l'étage et recommençai le lendemain soir. Une semaine plus tard, je me préparais déjà pour une autre escale, portant le fardeau d'un mariage incertain et de décisions que je ne pouvais prendre. Près de 6 mois plus tard, la traversée vers l'est avait duré 14 jours lorsque nous aperçûmes les lumières des grues portiques sur le front de mer de Bremerhaven. Avec une mer majoritairement calme, le voyage fut sans incident, à l'exception d'un arrêt au large où les ingénieurs effectuèrent une réparation rapide sur l'arbre principal arrière. Après cet arrêt, le Molly Sign passerait 6 jours au port. Nous attendîmes l'arrivée du dernier tiers de la commande de pièces Borg-Warner sur le quai avant de pouvoir lever l'ancre. Ces 3 jours supplémentaires me donnèrent l'opportunité d'accorder des vacances à la plupart de l'équipage, leur permettant de profiter de leur liberté comme bon leur semblait. Capitaine Bunyan,
Peut-être aimeriez-vous dîner avec moi ce soir ?» me demanda un grand monsieur distingué après que nous eûmes terminé l'inspection douanière. Dennis Toller était un homme aux multiples casquettes et rôles, le principal étant celui de directeur des opérations portuaires de Bremerhaven. Lorsque l'homme le plus puissant du port vous invite à dîner, vous ne pouvez qu'acquiescer. Nous nous retrouvâmes au restaurant Suite d'Iran en compagnie de sa fille, une beauté aux yeux sombres d'une quarantaine d'années nommée Kirsten. « Max, prenez-vous parfois des passagers lors de vos traversées ?» s'enquit Kirsten. « L'été dernier, j'ai invité 2 jeunes étudiants à faire la traversée de New York à Southampton. Ils pensaient que ce serait une grande aventure, mais je soupçonne qu'ils se sont vite lassés après les premiers jours. Nous n'avons pas de cabine élégante ni de divertissement nocturne, à moins que vous ne considériez les parties de poker entre membres d'équipage comme divertissantes. » L'éclat dans ses yeux trahissait son esprit aventureux, et je pressentis qu'elle saurait trouver son propre divertissement si nécessaire. J'avais l'habitude de voler régulièrement vers New York avec mon ex-mari, et je me souviens avoir regardé en bas, essayant d'apercevoir les navires sur l'eau, sans jamais y parvenir. Trop haut, je suppose. J'ai toujours voulu faire un voyage comme celui-là, juste pour l'aventure. Je savais qu'elle provoquerait un certain émoi parmi l'équipage à bord du navire. Eh bien, mademoiselle Kirsten, si jamais vous décidez de vouloir tuer 12 jours ou plus à traverser le froid Atlantique, faites-le moi savoir, et nous vous réserverons une place dans l'une des cabines. Je crois que nous avons quelques caisses qui prennent de la place, mais prévenez-moi, et nous rendrons cela confortable. » Je ne pus m'empêcher de glousser. Le directeur Tollard se contenta de rire et m'avertit que j'avais peut-être lancé une invitation que je pourrais regretter. Le navire Molicino était ravitaillé, les cloisons solidement fixées, lorsque le maître du port nous guida hors du Havre. 6250 conteneurs étaient dans la cale et à bord lorsque mon ingénieur mit l'hélice en marche et nous dirigea vers la mer du Nord. Alors que nous levions l'ancre, une tempête hivernale faisait rage au large de la côte nord-est des États-Unis, devant passer au-dessus de l'Islande, et le département de l'Intérieur nous autorisa à poursuivre. Au moment où nous entrâmes dans la Manche au large de Guernesey, la tempête s'était déplacée vers l'est et se trouvait directement sur notre route nord à travers l'océan. Un front s'était formé au-dessus du Groenland et se déplaçait vers le sud, rendant difficile la prédiction du déplacement vers l'est de la tempête. Le bureau prit la décision pour nous. Nous accosterions à Portsmouth et reprendrions la mer dès que les conditions s'amélioreraient. Roger Chaffee était assis en face de moi lorsque la serveuse apporta une nouvelle tournée de bière et quelques verres de whisky à notre table. Je l'avais rencontré pour la première fois lorsque j'étais second capitaine et lui premier officier sur un porte-conteneurs Maersk partant de Southampton en 2002. Sa première épouse l'avait quitté quelques années auparavant et il était devenu un véritable séducteur. Je lui montrai mon alliance et il se contenta de sourire. « Bon sang, mon vieux, tu es sûr ?» J'étais certain. L'image de Tammy éclipsait tout plaisir charnel que j'aurais pu tirer de cette escapade. Mais peu importait. Roger disparut à l'étage avec les 2 demoiselles, une à chaque bras, et je ne le revis pas avant midi le lendemain. Il ne pouvait effacer ce sourire béat de son visage, même s'il l'avait voulu, jusqu'à notre arrivée au quai. « Alors, elle est partie pour de bon ?» me demanda-t-il. Je lui racontai l'histoire du voyage de retour, mes découvertes, et les 6 derniers mois de Tammy à Vancouver. J'avais peut-être occulté la douleur, ou du moins la majeure partie, mais toute personne perspicace pouvait la lire sur mon visage. Je ne sais pas, Roger. Nous parlons habituellement quelques minutes chaque semaine environ. Nous avons convenu dès le début que ce serait approprié, mais comme je ne l'ai pas revue depuis son départ, je ne sais vraiment pas. Veux-tu qu'elle revienne? Voilà la question cruciale. Si nous avions été assis autour de la table de la cuisine sur Hanson Street, j'aurais immédiatement répondu oui, bien sûr que je voulais qu'elle revienne. Je le veux toujours, mais à quel prix? Elle avait eu 6 mois pour fréquenter autant d'amants qu'elle le souhaitait, s'il y en avait eu. Pareil pour moi, bien qu'il n'y en ait eu aucun. Pour elle, je l'ignorais. Je ne pensais pas qu'il y en avait eu avant, et qu'en savais-je à présent? C'est une question difficile, mon ami. Tu devras me la reposer après son retour à Charleston, si elle revient. Nous restâmes là un moment, savourant notre bière et notre petite compagnie. Plusieurs femmes d'âge mûr engagèrent la conversation avec nous, et j'imagine que nous aurions pu rivaliser pour le prix, mais les bagages que nous portions tous deux décourageaient cette idée. Roger fréquentait une femme sérieusement,
et à présent, il avait pour ainsi dire jeté sa gourme et réservé ses énergies pour celle qu'il comptait épouser. C'était une robuste Anglaise du Nord, belle et d'un charme féminin certain, et si un navigateur peut définir ce qu'est l'amour, pour lui, c'était elle. Quant à moi, je m'en remettais à une imagination vivace, bien que je doive admettre que les tentations étaient toujours présentes. Je n'y cédais simplement pas tant que je pensais qu'il y avait un espoir de réconciliation. Le lendemain matin, lorsque je remplaçais le second officier de quart, une pluie battante s'abattait sur la passerelle. La tempête s'était effectivement déplacée plus à l'est, et le vent s'était intensifié dans le chenal. Vers le milieu de la matinée, les dockers avaient arrêté les grues portiques, et presque tout travail dans le port avait cessé. Nous accueillons une passagère payante, monsieur, m'informa l'intendant après que l'équipage eut fini d'assurer les amarres supplémentaires. Elle montera à bord dès que la tempête se calmera et que nous pourrons lever l'ancre. Cette nouvelle était malvenue, étant donné les circonstances. J'étais certain que la cambuse du navire n'était pas prête à accueillir une passagère payante, et nous devrions libérer une cabine supplémentaire pour l'accommoder. Avez-vous dit, elle? D'où vient-elle? Demandai-je, me remémorant la conversation du dîner la veille. D'Exeter, monsieur. L'intendant s'affaira à préparer l'arrivée de la passagère, et je retournai à mes devoirs, observant la tempête se déployer au cours des heures suivantes. En début de soirée, nous étions en ligne pour appareiller, avec l'espoir de partir tôt le lendemain matin. Notre passagère, mademoiselle Seaver, est montée à bord, monsieur, et le premier officier l'a escortée jusqu'à sa cabine. Dois-je dresser la table du capitaine pour 21 heures, monsieur? Lorsque nous avons un passager, qu'il soit payant ou non, nous organisons généralement une réunion peu après l'embarquement et avant le départ pour discuter de quelques règles et attentes, ainsi que pour donner un briefing de sécurité. Un porte-conteneur est un environnement dangereux, et la sécurité et le bien-être de tout l'équipage et des passagers sont primordiaux. Oui, je vous prie. Installez-la à bord près de ma cabine et faites venir le premier et le second officier. Selon la coutume et la tradition, je revêtis mon uniforme de cérémonie, mis ma casquette, et tournai le loquet pour entrer dans le carré. Capitaine Max, quelle impression formidable vous faites. Elle me sourit avec vigueur. Mademoiselle Seaver? Demandai-je, pris au dépourvu un instant. Le nom de mon ex-mari est Talley Seaver. Je ne l'ai jamais changé après mon divorce. Kirsten Talley Seaver avait manifestement réussi à charmer mes deux officiers avant mon arrivée, car tous deux pouvaient à peine contenir les sourires sur leur visage. On lui donna un briefing de sécurité et on la familiarisa avec les interdictions qu'elle devait s'imposer à bord du navire. Ce qui suivit concernait ma performance en tant que capitaine du navire. Alors, Kirsten, comment avez-vous réussi à faire ce voyage? Nous sommes loin de Bremerhaven. Oh, c'est une histoire merveilleuse, Max. J'ai dit à papa que j'étais sérieuse à propos de faire ce voyage, et au moment où j'ai décidé de le faire, vous aviez déjà quitté le port. Puis j'ai entendu parler de la tempête et il m'a dit que vous deviez vous réfugier ici. Le seul aéroport où je pouvais atterrir était Exeter, et me voilà. Je l'ai déjà appelé après mon départ, il n'y avait donc plus moyen de m'arrêter. Votre bureau ne voulait pas me laisser entrer au début, mais je leur ai dit que je pouvais venir 12 heures avant mon vol et ils ont accepté, surtout après que j'ai évoqué le nom du pape. Je dus m'éclaircir la gorge d'une toux à peine perceptible et lancer un regard désapprobateur à mes officiers, visiblement amusés par la familiarité de mademoiselle Kirsten. Je suis sûr que le voyage a été difficile, madame, avec la tempête et tout. J'espère que nos installations ici seront adéquates. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais. Oh, non, Max, tout est parfait comme ça. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, vraiment. Je ne pouvais m'opposer à son sourire même si je l'avais voulu, et nous avons poursuivi notre bavardage près du tableau avant de nous incliner et de laisser notre invité regagner ses quartiers. Capitaine, je suis sûr que l'équipage sera ravi, déclara mon second, arborant un large sourire. Sans aucun doute, ils le seront, méditai-je en montant les marches vers la passerelle. Quelques heures plus tard, Roger Chaffee nous guidait hors du port et, apercevant mademoiselle Kirsten sur le pont d'observation, lui fit un clin d'œil à sa manière de vieil homme. Les silhouettes féminines attiraient toujours son regard. Une prochaine fois, mon vieil ami. Et il se dirigea vers le canot de tribord. L'équipage du Mali Sina comptait 9 personnes, toutes originaires du Portugal.
Ils étaient à bord depuis les dernières traversées, certains se remplaçant mutuellement lorsque l'un ou l'autre changeait de navire ou partait pour d'autres voyages. Bien que les récits de marins venus de contrées lointaines soient parfois véridiques et nombreux, la plupart des équipages de porte-conteneurs sont de la même nationalité. La langue et les coutumes familières rendent le voyage beaucoup plus harmonieux sur le long terme. 2 marins portugais de longue date dirigeaient l'équipage d'une main de fer quand c'était nécessaire, ce qui était rare. La plupart de leurs frustrations étaient soulagées à terre. De plus, travailler 12 heures par quart et 12 heures de repos par jour pendant 10 semaines ne laissait pas de temps pour les facéties. Néanmoins, lorsque mademoiselle Kirsten était à bord, j'ai demandé à chacun de mes hommes de garder un œil sur elle. « Max, c'est d'une beauté à couper le souffle ici. Est-ce toujours comme ça ?» me demanda mademoiselle Kirsten quelques nuits après le début du voyage, debout sur le pont d'observation. La seule lumière au loin se trouve là-haut, à moins que les lumières du pont ne soient allumées. C'était une nuit de croissant de lune, et la toile de fond d'1 million d'étoiles sur un ciel d'encre s'étendant jusqu'à l'horizon créait l'ambiance parfaite pour notre excursion. Un problème requérant mon attention immédiate fut signalé depuis la passerelle, et je me retirai, sentant presque son regard ardent sur ma nuque, du moins me semblait-il. Mon équipage dîne dans la salle d'apparat, qui peut accueillir 6 convives. Puisque 2 sièges sont toujours occupés, nous sommes généralement 4 à table. Avec notre passagère payante, Kirsten obtint la place d'honneur à côté du siège du capitaine. Cela la plaçait à portée de coude à chaque repas et lui permettait presque invariablement d'être au centre de l'attention. Je ne pense pas que l'un d'entre nous s'en soit plaint. Je sais que mon second fut fasciné par elle dès qu'il la vit, à tel point que mon premier officier commença à le taquiner lorsqu'il pensait que je ne pouvais pas l'entendre, l'appelant « le petit chien ». Tout cela restait dans les limites de la camaraderie de bord, alors je n'ai rien dit. Quelques nuits plus tard, sous le même clair de lune et d'étoiles éclatants, mademoiselle Kirsten et moi nous trouvions à nouveau sur le pont d'observation, savourant la compagnie l'un de l'autre et devisant sur la vie en société. « Max, vous et votre épouse séparée n'avez jamais eu d'enfant ?» demanda-t-elle, le regard perdu dans la mer d'encre devant nous. « Non, nous nous sommes tous deux voués à une vie d'aventure, je suppose, la mienne ici et la sienne dans le monde académique. De plus, elle vivait dans un autre état, et nous ne pensions pas que l'adoption serait juste pour l'enfant, étant donné mes absences constantes et ses aspirations professionnelles. Et vous, y a-t-il une jeune Kirsten quelque part ?» Elle fit une courte pause et prit ma main. « Oh oui, j'ai une fille. Elle est toute grande maintenant, ou du moins elle le pense. Elle a 20 ans et étudie à l'université de Würzburg. Très indépendante, elle étudie la physique et beaucoup de choses qui me dépassent. Elle s'appelle Marlène, comme son arrière-grand-mère, la mère de son père. » Nous restâmes silencieux tandis qu'elle se tenait debout, souriant à l'évocation de son enfant. « Max, cela vous dérange-t-il » demanda-t-elle en sortant une petite flasque de sa veste. « Bien sûr que non, » répondis-je. Les passagers étaient autorisés à apporter ce qu'ils voulaient, tant qu'ils le gardaient sur eux et sans fioriture. Je gardais une petite bouteille de cognac dans ma cabine pour les occasions spéciales, bien qu'elle n'existât pas officiellement. Elle prit une petite gorgée et me l'offrit, ce que je déclinai. « Le devoir et tout ça », raisonnai-je. Nous terminâmes notre rencontre du soir et je retournai sur la passerelle pour finir mon rapport avant de me retirer. Je regagnai mes quartiers vers 23 heures et, après avoir rédigé quelques écrits, je m'endormis en réglant mon réveil pour 5 heures du matin. On me dit souvent qu'avec l'âge, le sommeil nocturne se fait plus rare. Cela n'a jamais été un problème pour moi. Une fois la tête posée sur l'oreiller, je demeure immobile pendant 5 ou 6 heures, à moins que mon réveil ne retentisse. Il sonna à 2h34 avec un cri perçant, tel le hurlement d'un blessé mortel. Ce n'était pas mon réveil. C'était la voix d'une personne en proie à une douleur extrême. Le temps que je bondisse sur mes pieds et saisisse mon pardessus, l'officier de quart avait déjà dépassé mes quartiers en courant dans les 3 passages. Il y avait du tumulte à l'extérieur et la porte de la cabine de mademoiselle Kirsten était ouverte. En m'approchant, je vis un homme gisant au sol, le pantalon aux chevilles, et l'officier de service qui l'agrippait par l'épaule. « Bon sang, que se passe-t-il ici » m'écriai-je au milieu de la confusion. Le marin allongé saignait et Kirsten se tenait à proximité, une grande aiguille à tricoter à la main. Je me suis réveillé alors qu'il entrait dans mon lit et j'ai paniqué.
Mon sac à ouvrage était sur la table à côté de moi et j'ai saisi ce que j'ai pu. Elle pleurait déjà lorsque le choc initial passa. Je l'entourai de mon bras et l'aidai à retourner dans sa cabine. « Kirsten, mettez-vous à l'aise pendant que je règle tout cela. » Je lui tendis une boîte de mouchoirs et lui indiquai le petit réfrigérateur au cas où elle voudrait boire quelque chose. À mon retour, mon personnel et les 2 chefs portugais étaient prêts à intervenir. Une large tache de sang maculait le lit et le coupable était pris en charge par notre premier assistant, qui faisait également office de médecin de bord. Lorsque nous eûmes terminé, la situation était claire. L'homme portugais avait travaillé sur le pont à sécuriser le gréement pendant le voyage et avait utilisé des moyens de fortune pour s'introduire dans la cabine de Kirsten. Les cabines sont verrouillées par un pendorment rectangulaire coulissant qui pouvait être ouvert à l'aide d'un dispositif improvisé conçu par un membre d'équipage. L'équipage n'est jamais autorisé à monter au-dessus de la 3e rambarde du pondé de l'écluse du pont, sauf en cas d'affaires officielles. Le contrevenant avait franchi la rambarde pour accéder aux cabines et était entré dans la pièce. Je suis certain qu'il regrettait amèrement cette escapade. Outre le traitement qu'il recevait maintenant et son transfert ultérieur à la cale, l'aiguille à tricoter de Kirsten s'était révélée être un outil redoutable. Sa panique initiale l'avait fait se briser, causant la blessure sanglante. Je suis convaincu que de telles blessures peuvent être soignées, mais jusqu'à notre arrivée au port, les bandages et les analgésiques seraient son seul salut. En attendant, il était condamné au régime PETA, haricots et eau dans la cale. Le docteur examina Kirsten pour d'éventuelles blessures et lui donna son congé. À l'heure du petit déjeuner, nul d'entre nous ne dormait plus. J'ordonnai à l'ingénieur de distribuer des cadenas pour les cabines en attendant que nous puissions comprendre le fonctionnement des mécanismes de verrouillage. « Qu'adviendra-t-il de ce vaurien de la nuit dernière ?» me demanda-t-elle alors que nous bavardions sur le pont d'observation quelques nuits plus tard. C'était une bonne question. Naviguant en eaux internationales, le Mali Sina est soumis au droit maritime panaméen et le malfaiteur est passible d'extradition dès notre accostage. Mais je savais d'expérience que c'était plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Mademoiselle Kirsten devrait témoigner avec mon équipage et moi-même dès notre arrivée à quai, puis l'affaire serait transmise au consulat panaméen à Tampa. Le Panama conseillera probablement aux États-Unis de l'expulser vers le Portugal. Ce que j'aimerais faire, c'est le jeter par-dessus bord, plaisantai-je. Je pense qu'il finira par être renvoyé dans son pays. Il perdra ses accréditations pour opérer dans n'importe quel port des États-Unis et d'Europe. Plus importante encore, comment vous sentez-vous ? Elle me serra la main et sourit. Je vais bien maintenant, même si les premières nuits ont été angoissantes, surtout après que l'adrénaline soit retombée. Papa a appris à ma sœur et moi comment faire face quand nous étions petites, et ce n'était pas la première fois pour moi. J'ai brisé le bras d'un garçon à l'université, bien que celui-ci fût un peu plus costaud. Sérieusement, je m'en remets. Et les blessures de l'intrus ? Eh bien, il y avait cela aussi. Le docteur avait soigné les plaies de l'homme du mieux qu'il pouvait, mais le rayon avait causé des dégâts considérables. En pansant la blessure, il pourrait recevoir des soins médicaux appropriés une fois au port, mais cela était encore à 4 jours de là. Jusque-là, il aurait droit à des bandages frais et 30 minutes d'air frais par jour. Je ne pense pas qu'il y ait eu une seule âme à bord qui sympathisait avec lui, y compris ses propres compagnons portugais. Les 4 jours suivants s'écoulèrent sans incident, bien que je me sois surpris à passer la plupart de mon temps libre en compagnie de Kirsten. Au moment où nous entrâmes dans le chenal de navigation au large du port de Charleston, je crois qu'elle connaissait à peu près tout de moi, à l'exception de quelques préférences intimes. Certaines choses ne se discutent tout simplement pas avec une dame. Nous nous sommes rangés derrière la batterie, et le maître du port nous a accueillis avec 2 remorqueurs pour nous conduire au Wando Welsh, le terminal du côté de Mount Pleasant. 2 coups brefs et un long coup de sifflet en passant devant East Bay signalèrent à Satch que j'étais prêt à retrouver la terre ferme. N'ayant pas appelé Tammy, j'ignorais si elle était revenue et l'avait entendue ou non. Après avoir passé la douane et fait une déposition, les agents de santé publique montèrent à bord et prirent en charge les membres d'équipage dans la cale, puis je confiai la barre à mon ingénieur avant de lever l'ancre. « Capitaine, venez, ma fiancée et moi allons vous déposer au centre-ville », proposa mon second officier. Il avait déjà chargé les valises de Kirsten sur le chariot et se dirigeait vers la voiture de sa femme. Kirsten séjournait à l'hôtel Spectator sur State Street, juste au sud de Market Square,
pour quelques jours avant de partir pour Washington, D.C., puis New York. De là, elle comptait s'envoler pour rentrer chez elle. Lorsque nous la déposâmes, le groom s'affaira avec ses bagages tandis qu'elle m'étreignit fortement, me rappelant combien cela avait été difficile pour elle sur le pont ce soir-là, quelques nuits auparavant. « Max, quand vous aurez réglé vos affaires personnelles, n'oubliez pas que vous m'avez promis une visite royale de la ville sainte, me rappela-t-elle avec un baiser furtif. Sur ces mots, je pris congé et ils me conduisirent à la maison, sans rose blanche cette fois-ci. Elle semblait presque identique à 10 semaines auparavant. Je soulevai le verrou de la grille en fer, me maudissant de n'avoir pas eu le temps de finir de réparer la soudure et traversai la cour jusqu'à la porte de derrière. En entrant dans la demeure, le silence était aussi pesant que quelques semaines auparavant. Quelques signes trahissaient le passage des agents de la patrouille frontalière avant mon départ, mais sinon rien n'avait changé. Lorsque Tammy était partie pour Vancouver, j'avais décidé de louer une autre chambre à une seconde étudiante, une amie de la famille d'une fille qui séjournait déjà chez nous. Toutes deux étaient des âmes calmes et discrètes, qui restaient dans leur coin et faisaient attention, si bien que j'ignorais souvent si elles étaient même présentes. L'une des filles avait laissé quelques messages à côté du comptoir téléphonique, et en les parcourant ainsi que la pile de courriers indésirables à côté, je vis que Tammy avait fait suivre quelques lettres professionnelles. Dans la pile se trouvait également un mot de Madame Sophie Prior. « M. Bunyan, veuillez me rappeler à votre retour en ville, Mademoiselle Prior. » Bref et précis, avec un numéro de téléphone. Je le mis de côté et emportai la pile de linge dans l'arrière-salle, puis montai à l'étage pour me doucher et me changer, en prévision d'une collation rapide chez Henri et d'une pinte ou deux de bière. « J'ai entendu ton taco rouillé arriver tôt, Max », s'exclama Sutch en posant une IPA fraîche devant moi. La dernière fois qu'on a parlé, tu songeais à emménager dans une maison de retraite. J'avais eu 52 ans quelques mois auparavant, et Sutch ne manquait jamais de me le rappeler. Peu importait qu'il n'ait qu'un an de moins que moi. Pour moi, ce n'était qu'une année de plus du bon côté du gazon. J'étais en pleine forme, si tant est que la santé chevaline soit la référence. J'étais toujours aussi viril, avec juste une légère touche de gris aux tempes, et j'avais encore toutes mes dents. Je songe à ouvrir un dortoir pour jeunes étudiantes, 3 par chambre. Considérant que j'hébergeais déjà 2 étudiantes dans ma maison pastel, Sutch se contenta de secouer la tête en ricanant à cette idée. Une des étudiantes assise à une table voisine surprit la conversation et s'approcha, me demandant si j'étais sérieux car elle cherchait un logement pour débuter sa session d'été dans quelques mois. Je lui tendis une carte de visite avec les numéros des 2 pensionnaires que j'avais déjà et lui dis de les appeler. Elle s'occupait de toutes les nouvelles venues. Sutch me regarda simplement et nous éclatâmes de rire. Pas mal pour un vieux briscard sur le point de prendre sa retraite. Quelques jours passèrent quand je me souvins du bref mot de Sophie Prior et décidai de l'appeler. « Max, merci de prendre mon appel. Je sais que vous êtes un homme occupé, et avec tout ce qui se passe, je n'étais pas sûr que vous voudriez parler, » répondit Sophie à la 2e sonnerie. « Sophie, j'ai toujours du temps pour vous parler. Vous le savez. Puis-je supposer que cela a un rapport avec votre mari et ma femme » demandai-je, allant droit au but. « Je suppose que oui. Thomas a des maîtresses depuis quelques années maintenant. Je ne m'attendais simplement pas à ce que Tammy tombe si éperdument amoureuse de lui. J'aurais voulu vous appeler plus tôt, mais chaque fois que je revenais à la batterie, vous étiez reparti en mer. Cette fois, j'ai laissé un mot à cette charmante jeune fille qui a pris résidence dans une de vos chambres. Elle a été si gentille. Oui, ce sont toutes 2 de charmantes jeunes femmes. En effet. Et quant à Thomas, je l'ai mis à la porte de notre maison à Charleston, non sans lui avoir laissé un œil au beurre noir assorti à sa valise noire. Elle gloussa. Il séjourne dans notre appartement sur King Street, bien qu'il semble passer autant de temps à Vancouver qu'ici. Selon sa secrétaire, il assiste à des conférences scientifiques. Baliverne, dis-je. J'ai pensé que vous devriez savoir que Tammy, d'après son personnel, séjourne à Vancouver depuis 6 mois déjà. Je ne saurais vraiment dire ce qu'elle y trouve de si captivant. Néanmoins, Max, elle m'a contacté il y a environ 1 mois, et après s'être confondue en excuses dans un déluge de larmes pendant 10 minutes, elle m'a demandé si je pouvais exercer mon influence sur Thomas. Apparemment, elle était lasse de ses importunités, et il ne semblait guère enclin à partir de son plein gré. Fin de la première partie. Si cette histoire vous plaît,
Nous vous serions reconnaissants de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Merci.